Voilà, de retour pour la troisième partie, le sprint final jusqu'à la fin, avec toujours Adrien face au public, donc avec vos questions pas mal. Il y a des questions intéressantes, hein, ça Oui, va, tout à fait. c'est bien, ça permet en plus de revenir et je crois d'expliquer un peu, parce qu'on n'avait pas eu le temps dans les autres émissions, il y avait très peu de temps, c'est vrai, pour les Il est questions. vrai, Quoi. il est vrai. Alors on me dit, au cours des apparitions à Méta TV, justement, vous avez à peine abordé le sujet des cagoulards. Historiquement, les cagoulards ont eu des liens avec le grand patronat. Ils étaient aux côtés d'Hitler pendant la guerre, et d'autres avec la résistance. On les surnommait également le club Sinarcho-Cagoulard, Sinarco-Cagoulard. Pour vous, la cagoule, au final, c'était l'anti-France ou son contraire? C'est très compliqué la cagoule parce que ça recouvre beaucoup de choses. Il y a des aspects très sympathiques dans la cagoule. Qu'est-ce qui est sympathique dans la cagoule? Ce sont des gens des élites françaises qui se disent la France part totalement en vrille, il faut qu'on ressaisisse, il faut se ressaisir. Voilà. J'aimerais que nos élites françaises aient le même questionnement, hein, en passant aujourd'hui. Ils ne l'ont pas. Après, aussi, ce qui est très intéressant dans la cagoule, c'est de voir qu'il y avait dans les élites françaises, donc des gens qui étaient extrêmement bien leur vie, des gens très riches, mais qui malgré tout avaient le souci de la France. Et un exemple qui est assez connu, c'est, tu connais les huiles d'olive Le Sueur. Oui, bien sûr. Hein. Eh bien, tu vois, l'héritier des huiles d'olive Le Sueur, le Maigre du Breuil, était cagoulard. Et le Maigre du Breuil a notamment contribué au débarquement de l'opération Torche. En fait, il avait épousé la fille de Le Sueur, tu vois. Donc tu vois, ce mec qui était... aujourd'hui, il serait sans doute milliardaire, ou pas loin en tout cas, il avait le souci de la France et il se battait pour la France. Il y avait aussi... qui d'autre dans la cagoule? Il y avait des personnages très sympathiques. Il y avait Gabriel Jantet, je ne sais pas si tu te souviens de lui. Gabriel Jantet, c'est lui qu'on retrouvera au cabinet Pétain et qui va négocier avec des officiers dissidents allemands pour faire un attentat contre Hitler. Et il raconte donc cette aventure dans le livre Pétain contre Hitler, qui est un ouvrage fabuleux que je recommande, qui moi personnellement m'a... En fait, c'est le genre d'ouvrage grâce auquel tu es en communion avec la France. Autre cagoulard, Louston de Laco. Louston de Laco, qui était un résistant, qui a témoigné en faveur de Pétain à son procès. Je sais plus si Paul Dingler était cagoulard. Je crois pas. Je crois qu'il était seulement cagoulard du roi. Paul Dingler, tu sais, c'était le chef de la résistance alsacienne. J'ai pas envie de dire de bêtises. Autre personnage cagoulard, le colonel Groussard. Le colonel Groussard qui était un des tout premiers résistants en 1940. Et qui a beaucoup travaillé avec l'intelligence service. Il y avait des cagoulards dans le CNR aussi. Tout à fait. Alors j'y arrive. C'est que tu prends de Wavrin, le colonel Passy, qui était donc vraiment le bras droit de De Gaulle, le chef du BCRA, tu vois. Du BCRI, pardon. Était cagoulard. Tu vois, le colonel Passy, personnage extrêmement important, il était cagoulard. Je sais plus si le colonel Rémy était cagoulard. J'ai un doute, c'est à vérifier. Mais en fait, les premiers résistants étaient essentiellement cagoulards ou membres de l'Action française. Alors ça, c'est absolument vrai. Alors, qu'est-ce qui manquait à la cagoule? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'est des gens, quand même, qui avaient des moyens. Ouais. Et puis, la cagoule, ils rigolaient pas. Hein. Il y avait des assassinats, il y avait des attentats. Tiens, petite parenthèse sur la théorie du complot. La cagoule fait sauter le bâtiment du MEDEF de l'époque. C'est le CNPF, je crois qu'on disait. Ouais, voilà, CNPF. Et en fait, l'idée, c'était d'imputer cet attentat aux communistes. Donc au début, on dit c'est un attentat communiste, et puis après, on s'est aperçu que c'était pas forcément les personnes qu'on avait désignées dans un premier temps, et que c'était la cagoule. Bon. Tu vois, la théorie du complot, des fois. Hein. Que te disais-je? Donc pourquoi la cagoule n'a pas marché? Parce que ce qui manquait essentiellement à la cagoule, c'était le versant spirituel. À partir du moment où tu ne restaures pas, si tu veux, le vecteur spirituel de notre société, hein, tu es condamné à faire ce que j'appellerais une alter-république. Tu vois. Et au final, le système s'essouffle très vite. Voilà. Si tu ne restaures pas l'anthropologie française, au final, tu restes avec ce peuple de républicains qui finalement se satisfait de la disparition de la France. Donc ce qu'il a manqué à la cagoule, c'est les grâces du bon Dieu, tout simplement. D'accord. Bon, bah voilà. Mais sujet passionnant et sur lesquels on n'a pas tant de sources que ça. Hein. D'accord. Je me permets, attends, il y a un dernier cagoulard dont j'ai envie de te parler. Comment il s'appelle? C'était à la base un ultra collabo, Deloncle, Eugène Deloncle. Eugène Deloncle, donc, est quelqu'un de très anti-allemand, mais
Il va être assez collabo dans les premières années de la guerre, et il va participer à la création de la fameuse LVF. Tu sais que les LVF, légions de volontaires français qui partaient exactement. en Russie combattre pour l'Allemagne. Et qui était une association 1900, je le rappelle. Il paraît qu'il y avait plein de communistes là-dedans. Ah, ça, je sais pas. Mais Marchais, il a été dans je les précise, parais. au sujet de la LVF, je l'ai apprise dans une lecture récente, c'est que Maurras l'a publiquement critiqué, la LVF. Mais bref, tu vois, donc Deloncle au début collabore, parce que déjà il a envie de se faire les communistes, et parce que, voilà, il estime que l'histoire va dans ce sens-là. Mais au bout d'un moment, il commence à comprendre que l'Allemagne va peut-être perdre, et il se rapproche de résistants. La Gestapo commence à le comprendre. Et que va-t-il se passer? C'est que Deloncle est chez lui avec son fils, et 3 agents de la Gestapo arrivent. Et lui disent, bon voilà, monsieur Deloncle, on vous emmène, on vous arrête. Et Deloncle lui dit, ok, pas de problème, je vous suis, mais un petit instant, j'ai cherché un truc dans ma chambre. Donc, il va derrière son bureau, il est debout, il ouvre un tiroir, tu vois, et en face, tu sais, t'as les 3 agents de la Gestapo. Donc, tu vois, donc il est à son bureau, il ouvre son tiroir, il prend un flingue, et il en aligne 2, et le 3e le tue à la mitraillette. Voilà. Tu vois. Donc ça, c'était quand même des bonhommes. Hein. Ouais, et ça, c'était aussi les élites françaises, tu vois. Hein. Donc des collabos comme ça, il en faut plus. Même s'il a fait des erreurs, Deloncle. Il a fait des erreurs. Et c'est dramatique, parce que Deloncle avait vocation à vraiment faire partie de l'âme de la résistance française. En fait, il aurait dû être à côté de Pétain, tu vois. Mais peut-être que ce qui lui a manqué aussi, après je connais pas assez le bonhomme, mais peut-être que ce qui lui a manqué aussi c'était le vecteur spirituel. Mais en tout cas, saluons sa mort courageuse, qui est un très bel acte de panache français. Alors on me dit, monsieur Abouzi, je ne vous ai jamais entendu parler du général Leclerc, Philippe Leclerc de Haute-Cloque. J'ai toujours entendu dire qu'il avait été assassiné par De Gaulle. Qu'en pensez-vous? Ça, alors ça, je l'ai entendu. Alors moi aussi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Que c'était un rival de De Gaulle et que De Gaulle, là... Sincèrement, j'ai aucun élément pour aller dans ce sens-là. Parce que je crois que c'est son avion, c'est ça qui s'est écrasé dans le désert marocain, mais beaucoup disent, oui, effectivement... Je vais te dire, moi, je suis pas un fan de Leclerc. Même si on peut lui reconnaître des mérites incontestables, c'est quelqu'un, tu sais que Giraud le raconte dans ses mémoires, quand il rencontre Leclerc pour la première fois, Leclerc lui dit en France il faut défoncer tout, il faut tuer tous les collabos, il y en a dans tous les villages, enfin tu vois des paroles d'une férocité, voilà, qui sont totalement délirantes. Après bon, moi je suis pas un méga fan de Leclerc, je le reconnais des mérites, hein, attention, hein, mais je suis pas un méga fan et j'ai pas creusé vraiment beaucoup son dossier. Est-ce que De Gaulle a ordonné sa mort? En toute franchise. J'ai pas d'éléments. Hein. J'ai suffisamment tapé sur De Gaulle. Est-ce qu'il en est capable? Évidemment. De Gaulle, est-ce que tu as vu De Gaulle reculer? Reculer, non. Sur ce genre de choses? Jamais, absolument jamais. Tu vois, donc. Alors, on me dit l'affaire Benzema et l'affaire de la voiture de police brûlée ne sont-elles pas symptomatiques d'un non-respect de l'autorité, autorité de l'État, autorité du sélectionneur, autorité du patron? Comment faire pour que les Français respectent à nouveau leurs aînés et leurs figures tutélaires? Je suis d'accord, il y a une crise de l'autorité, et même Nuit debout. Nuit debout est une façon, enfin ça traduit une crise de l'autorité. Le fait qu'on n'ait pas été capable immédiatement de dire à ces gens-là de dégager et de les laisser faire, ça traduit une crise de l'autorité. Mais c'est très simple. Le peuple français estime que le pouvoir est illégitime. Un pouvoir illégitime n'a pas d'autorité. Il est illégitime parce qu'il ne défend objectivement pas les intérêts de la France, et donc la seule façon pour le pouvoir de retrouver la légitimité, ce serait de redéfendre les intérêts de la France. Tant qu'il ne le fera pas, le peuple français lui sera hostile. Le peuple français. Une partie du peuple français. Parce que il y a beaucoup de Français aussi qui sont pour le statu quo. Hein. Mais la question de l'autorité est liée à la question de la légitimité. Et à la question du prestige. C'est vrai que ça transcende toute la société, parce que c'est plus seulement maintenant l'autorité à l'école, machin, c'est une défiance générale de l'autorité tout à partout. Moi, même l'autorité politique, quelque part, quand Macron le jette des œufs, c'est aussi une défiance de l'autorité. Et puis même un truc tout bête, mais le fait qu'il y ait autant de candidats à la primaire des Républicains, et que le premier venu s'estime légitime pour postuler à la présidence de la République, c'est pas bon signe, hein. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de prestige de la fonction, quoi. Hein. Donc effectivement, il y a même la façon dont on parle à Hollande, hein, même la façon dont un Mélenchon parle de Hollande.
on voit bien qu'il n'y a plus du tout de respect à la fonction. Chirac, on lui parlait pas comme ça. C'est vrai. Ça commencé à arriver avec Sarkozy. Avec hein. Sarkozy, faut dire que c'est lui qui a ramené le truc en bien bas, sûr. quoi, avec ses puis- pauvres cons, ces machins, ces trucs, tout le monde Et puis, je cite dans le texte, hein, je suis désolé, mais il s'est fait traiter d'enculé publiquement. Oui, tu c'est sais, par le Oui, mec qui les était sur un pêcheurs, bateau, là. tout à Voilà. fait, oui. C'était marrant, d'ailleurs. Oui, la séquence est quand même assez drôle. C'était assez marrant, ouais. Surtout qu'on a eu un moment de vérité, c'était que le mec, il se fait traiter d'enculé, puis... Descends. Moi, j'ai l'impression de voir, tu parlais de racaille, mais alors là, Ah non, c'est mais- la racaillerie. Mais là, c'est la souracaille, là. Hein, c'est Bah, la- il réagit comme on réagit en bas, là, dans l'immeuble, quoi. Le mec enculé, descends. Par Mais contre- Sarkozy, t'es et- président, réponds même pas, genre. Et puis j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment aller au clash, tu dis pas à quelqu'un descend. Oui. Tu dis j'arrive mon pote et on s'explique. Tu vois. Exactement. Donc, exactement. En parce que plus, le coup de vas-y viens je t'attends. descends, comme il a dit, On l'a t'es vu. avec tous tes volets. En plus, bon, Ouais, voilà, ouais. t'es avec 20 mecs du GIGN autour de toi, oui, ça va être facile, oui, C'est effectivement. Comme il dit, oui, monte, moi j'arrive, oui, on va discuter. Mais c'est cette image, ce qui me fait marrer, c'est la tête outrée de Sarkozy qui a mourir de rire. C'est marrant, le mec, il attend ça. C'est vrai qu'il est hyper surpris. Mais Ah finalement, moi j'ai trouvé qu'on lui renvoyait ce qu'il avait renvoyé. En fait, évidemment. c'est un peu Parce ce que que t'as semé qui te revenait dans C'était- pleine figure. C'était juste après qu'il est multiplié par 3 son salaire. Ah oui, tu vois. tout à fait, tout à fait. Donc c'était Qui juste était une après ça. indécence totale, parce que Ouais, c'est oui. la première mesure qu'il prend en arrivant. quoi. Et puis bon, surtout, j'ai envie de te dire, il dormait pas sous les ponts, quoi. Oui, Donc voilà. sincèrement, C'était- il c'est était vrai pas à que- ça près. Hein. C'est vrai que c'est il a fait un début sur les chapeaux de roue, Sarkozy. Ah on oui, peut le c'est dire, clair. un sacré début. Alors on me dit, Monsieur Abosi, pense-t-il que la nouvelle opinion publique participe à l'émergence d'une révolution conservatrice, comme l'Allemagne l'a connue dans les années 20? J'en veux pour preuve la réussite d'un Zemmour, d'un Finkielkraut, d'un De Villiers. En fait, dans mon prochain bouquin, j'essaie de faire la genèse de cette nouvelle opinion publique, et à la base, si on est très clair, il y a des gens de ce qu'on va appeler le camp national. Donc effectivement, il y a une empreinte. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans une lutte entre la France, entre le pays français, je dis même plus le PRL maintenant, je dis le pays français, et la République, si tu veux. Beaucoup de Français se sont donnés à la République, et aussi des républicaines, à la laïcité, etc. La nouvelle opinion publique permet de revenir de ce conditionnement républicain. Donc, de ce point de vue-là, je vais dans le sens du métadote. Et effectivement, vers où la nouvelle opinion publique emmène-t-elle les gens qui y participent? Elle les emmène à être plus cosmopolites? Elle les emmène à être plus athées? Non. Non. Elle les emmène à plus de patriotisme, plus d'amour de la foi, Mmh. etc., 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 etc. Donc effectivement, on peut considérer qu'il y a une révolution conservatrice. Mais je ne parlerai pas de l'Allemagne. Je On pense peut comparer avec cette Allemagne des années non, 20, c'est très parce que- différent. Moi, en revanche, je crois que la phrase que je vais dire le plus dans la soirée, c'est, j'en parle dans mon prochain bouquin, mais je fais la comparaison entre l'action de la nouvelle opinion publique et l'action des sociétés de pensée, en fait, au XVIIIe siècle. Et en réalité, c'est le même phénomène, entre guillemets, de création d'une nouvelle légitimité politique et culturelle, si tu veux. Et qu'est-ce que c'est qu'une légitimité politique et culturelle? François Furet et Augustin Couchard nous disent que c'est quand c'est partagé, si tu veux, par un groupe. Et par exemple, t'es pas pris au sérieux dans la nouvelle opinion publique si tu arrives et que tu commences par dire en premier l'immigration est une chance pour la France. T'es pas pris au sérieux. Ou l'Union européenne est fantastique, ça apporte la paix, la prospérité, blablabla. Parce que dans les idées qui sont partagées par le groupe, ces idées-là sont réfutées, si tu veux. Voilà. Donc, moi, je fais plutôt la comparaison avec l'action des sociétés de pensée, mais cette fois-ci dans le bon sens. Et il a raison qu'il y a eu une réelle, quand il dit réussite, en tout cas pour... Il y a une droitisation. Voilà, Zemmour qui a vendu 500 000 oui. livres, je veux dire, c'est quand même extraordinaire, parce que, d'ailleurs, voilà, bon, ici même, j'ai débunké le débat qu'il avait fait avec Cambadélis, mais qui était absolument fantastique, culte, ce hein. débat, avec... justement, ce débat d'idées, d'ailleurs, à un moment donné, rien que ça commence, je trouve que le débat est fantastique, puisque Zemmour dit « j'ai vendu 500 000 livres », et c'est la journaliste qui dit « et vous, comme M. Cambadélis, vous en avez vendu 500 ». Et encore, je suis pas sûr qu'elle ait vraiment envie de ça. C'était une précommande, ça se trouve. Non mais c'est pour montrer ce décalage faramineux, parce que Cambadélis, c'est quand même ni plus ni moins que le secrétaire général Mais- du Parti Socialiste, si je m'abuse. Enfin, Mais c'est je vais pas te un dire une personnage chose. quand même... Quand j'ai écouté le discours de Hollande à Verdun, je me suis dit, ils n'ont plus rien à nous dire. Qu'est-ce que Cambadélis a à dire aux Français dans un livre? C'est normal qu'ils prennent que 500 livres. Ces gens-là sont tellement en décalage par rapport à la réalité. Qu'est-ce que Cambadélis a à nous dire sur la persécution des femmes blanches dans les Transiliens? Qu'est-ce qu'il a à dire sur Calais? Qu'est-ce qu'il a à dire sur l'Union européenne? Tu vois? Que dalle. Qu'est-ce qu'il a à dire sur la déchristianisation de la France?
Ils n'ont rien à dire aux Français, ces gens-là. Ils n'ont plus de prise sur la réalité. Si tu veux, ce qui est pour eux la réalité ne l'est pas. Puisqu'ils sont, et je suis très fier de cette formule que j'ai inventée, des bourgeois blancs vivant entre bourgeois blancs. Ils ne sont pas en contact des réalités engendrées par le mondialisme. Et donc, Zemmour, qui lui parle un peu plus du réel, on peut critiquer Zemmour sur tel ou tel truc, mais moi je trouve que en phase quand même de toute façon globalement, avec les événements. moi quand j'écoute Zemmour dans les grands médias, je trouve que globalement il va dans le bon sens. Mais en tout cas, il te parle de l'immigration, il te parle de l'histoire de France, tu vois, et donc fatalement il parle à beaucoup plus de gens. Puis c'est très intéressant parce que justement dans ce débat, Zemmour lui place en disant un campanellisme, mais justement la même, j'ai envie de dire la même analyse que tu fais en disant mais vous êtes tellement hors du réel parce que vous êtes dans l'idéologie dominante, alors que lui dit qu'il fait partie de l'idéologie majoritaire. Et il dit justement, l'idéologie dominante, c'est celle des médias, de l'élite, celle que vous nous diffusez, mais l'idéologie majoritaire, comme tu dis, c'est ce que tu dis justement, le pays réel, le pays français, lui, il pense complètement différemment. Et qu'aujourd'hui, cet antagonisme, c'est pour ça que je trouve que c'est ce qui nous souligne, mais on voit que cette force-là, elle monte quand même. Elle monte. Et le succès du livre de Zemmour, à beaucoup d'égards, est un cri du cœur du peuple français. Sur les 500 000 personnes, ma main au feu que la moitié n'ont pas lu le bouquin. Mais tu vois, c'était vraiment un cri du cœur. Et effectivement. Mais tu sais, le succès de Zemmour est à rapprocher du succès de Méta TV, d'Égalité et Réconciliation et de que sais-je encore. C'est-à-dire que des choses... tout ce qui permet de s'éloigner du politiquement correct, du mondialisme, etc., est plébiscité par les Français qui n'en peuvent plus, parce que nous vivons dans une société totalitaire, et que les Français veulent s'évader de cette espèce de chape de plomb politiquement correcte qui fait que tu te prends des coups à chaque fois que tu t'en éloignes un peu. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Zemmour, une grande partie de son succès est aussi liée à la nouvelle opinion publique, puisque les vidéos de Zemmour tournent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est sans doute la personne des grands médias dont les vidéos tournent le plus. Il y en a quelques-uns comme ça, des exceptions hybrides justement qui sont des grands médias et dont effectivement qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Je crois que les vidéos de Cambadélis ne tournent pas beaucoup. Non. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est de comparer le nombre d'abonnés des chaînes YouTube, tu vois, de la LICRA, du Parti Socialiste, des trucs comme ça. Et c'est ça le vrai plébiscite. J'ai été voir, moi c'est simple, les vidéos de la LICRA, j'ai été voir sur leur compte, pour voir un peu, j'ai vu qu'ils faisaient une moyenne de 300 à 400 vues. Oui, ce qui est minable. Ce qui est minable. C'est le même rapport, 500 000 de Zemmour. Et tu vois, la morale de l'histoire c'est quoi ? C'est que le système tient, donc associations antiracistes, partis politiques, syndicats, tout cela tient, toute cette nomenclature républicaine tient, parce qu'elle est sous perfusion du système. Perfusion d'argent public et perfusion de mécènes oligarques. J'aurais pu parler de la presse. Bien sûr, la presse qui vit des subventions. Il faut bien le dire, les journaux Libération n'existeraient plus, Le Monde non plus, certainement. Le Monde, l'Humanité, tout le monde. Etc. Aucun journal n'est indépendant, enfin, n'a d'autosuffisance, si je puis dire, sur la base du simple achat. D'ailleurs, tu vois, puisqu'on parle de la France aussi, grande différence avec justement le monde anglo-saxon, où, pour eux, il est complètement inconcevable qu'un État subventionne la presse. Pour eux, parce que c'est un signe de parti pris, justement, et pour eux, c'est de l'anti-presse. Ce qui est marrant, alors qu'en France, on nous dit justement précisément qu'on subventionne la presse au nom de la diversité d'opinion. C'est quand même extraordinaire. Enfin, ceci étant, je suis pas certain qu'ils financent beaucoup Minutes à l'État. Donc, je pense pas non plus. Prouvez-nous qu'effectivement vous voulez vous battre pour la diversité culturelle et financer Minutes. Sinon, voilà, vous êtes ou même présent si tu veux. Voilà, moi j'attends qu'on le démontre. En réalité, c'est pour maintenir une tutelle idéologique. Mais tu vois, tu prends cette émission que nous ferons là, elle sera plus vue que ne sera lu le numéro de Libération de demain. Voilà, parce que en vérité. Un numéro de Libération, je pense, doit être lu, à mon avis, à tout casser, en vérité, par 10-15 000 personnes. À tout casser. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de commandes d'État, il y a beaucoup de commandes des entreprises. J'ai appris que tous ces journaux-là, en fait, l'État était abonné, en fait, et c'était une grande partie, je vais te dire, finalement, de leur moi, je le voyais quand j'étais à la fac. Quand j'étais à la fac, t'allais à la bibliothèque, t'avais des piles de Figaro et de Monde. Tu vois ? Donc, je le voyais bien. Et puis même, tu sais, les entreprises publiques aussi commandent beaucoup. Donc on entretient... Attends, est-ce qu'on n'est pas, justement, alors cette presse
c'est pas une espèce de... J'ai envie de dire, mais c'est la Belle au bois dormant. On entretient une espèce de monde qui n'existe pas. Tout à fait. Et peut-être que ce que tu dis, que les Français en ont tellement marre, pour pas dire, voilà, pour être vulgaire, mais vraiment ras le cul de, voilà, si je vais mettre TF1, LCI, BFM, enfin ce non-choix, qu'ils se reportent sur tout ce qui est... Pourquoi en France, justement, il y a un grand succès, en plus, sur Internet. Mais je vais te dire une chose, notre force est double. En fait, je devrais dire plutôt, on a deux atouts avec nous, on a la vérité et le talent. C'est-à-dire qu'on peut se tromper, mais globalement, on ne peut pas nous dénier une certaine droiture d'intention, et le fait qu'on veut aller vers... on veut que les choses aillent mieux, et on se bat pour la France. Ça, on ne peut pas nous le retirer. Et on a le talent. Parce que, excuse-moi, mais normalement, ni MetaTV ni Adrien Abosi n'auraient dû exister médiatiquement. Et ça veut dire que nous, on arrive à exister médiatiquement sans fric, sans rien, sans personne derrière, sans structure, sans grosse structure derrière, tu vois. Si on arrive à vivre un petit peu, c'est qu'on intéresse les gens. Et on intéresse les gens pas en faisant du Secret Story, tu vois. Hein, on intéresse les gens avec des sujets quand même relativement relevés. Donc j'ai la prétention de dire, mais je te parle d'Adrien Abosi, je peux te parler de Hubert Rémy, je peux te parler de Pierre Hillard, je peux te parler de Laurent Ozon, je peux te parler de Michel Drac, je peux te parler de plein de gens. On a la vérité et le talent. En face, ils ont le mensonge et la nullité. Parce qu'ils sont nuls. Si tu prends Pierre Hillard, par exemple, imaginons qu'un jour, le Saint-Esprit fait que, voilà, il y a un débat qui est organisé, Pierre Hillard. Mais le système mettrait qui en face de Pierre? Pour des bêtes de jeux politiques, il mettrait qui en face de Pierre? Question bête. Et sur la remigration, il mettrait qui en face de Ozon? Et sur l'identité de la France, il met qui face à Adrien Abosi? Mais tu te rends compte le massacre à la tronçonneuse? Ils sont nuls en face. Il y a une espèce de nullité de l'appareil républicain. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. La République a eu des grands défenseurs. Hein. Mais... l'ancienne génération, j'ai l'impression, d'hommes politiques a plus de tenue quand même. Bien sûr. De l'époque mitterrandienne, Chirac, enfin cette ancienne génération. Je vais génération. dire une chose. On peut trahir facilement les intérêts de la France avec un De Gaulle, avec un Mitterrand, même un petit peu avec un Chirac, mais avec une Najat Vallaud-Belkacem. Avec un Geoffroy Didier. Les mecs, ça va se voir là. Hein. Attention, hein. Faites ce que vous voulez, hein, mais ça va se voir. Donc en face, ils sont nuls. Ils sont incultes. Ils n'ont... Regarde, moi, quand je fais une conférence, je tiens 1 heure sans papier. Et je peux tenir 2, hein, si je veux. Hein. Tu prends n'importe quel homme politique du système. Tu lui enlèves ses téléprompteurs, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais le mec, il est en panique totale. Lui, tu lui enlèves ses petites fiches, il est terminé. Donc, tu vois, ils sont anthropologiquement misérables, ces gens-là, tu vois. Ce qui n'était pas le cas d'un De Gaulle. De Gaulle qui faisait ses conférences de presse sans papier, sans rien. Il paraît qu'il a pris ses discours par cœur. Exactement. Et puis même Clémenceau était quand même une brute intellectuelle. Hein. Très bon écrivain, Clémenceau, il faut le reconnaître ça. Très très bon écrivain. À l'instar de Gaulle, il aurait mieux fallu qu'il reste écrivain d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Mais donc voilà, face à nous, on a des nuls. Et on a des nuls qui sont maintenus sous perfusion. Et le système qui n'est pas tout à fait bête, les gens qui tiennent vraiment la France, qui ne sont pas tout à fait bêtes, au bout d'un moment, vont arrêter de souvenir ces gens-là. Ils vont changer de cheval. Ça fait ambiance, j'ai envie de dire. Alors, comme en France, fin XVIIIe siècle, c'est un système qui est complètement vermoulu, et peut-être qu'un événement, on va dire, un grand événement, peut tout emmener. On a l'impression que un bon événement peut vraiment déclencher en fait, je pense que c'est encore un peu tôt. Encore un peu tôt, mais ça pourra Mais dans arriver. 4-5 ans, quelle digue restera-t-il? Quelle digue restera-t-il, sincèrement? Voilà. Donc, mais tu prends par exemple Marine Le Pen. Marine Le Pen écrase tous ses concurrents. En termes de charisme, en termes d'arguments, alors que pourtant le FN, moi j'ai des réserves sur son logiciel idéologique. Mais voilà, c'est évident. Et moi je suis vraiment frappé de la nullité. Et en plus le FN, petite chose, ils sont très très en phase avec justement cette nouvelle opinion publique. Oui. Beaucoup plus que tous les autres. C'est incomparable. Incomparable. Et pour cause, la nouvelle opinion publique crée des électeurs Front National. Pas forcément parce qu'on divinise Marine Le Pen, mais parce qu'on a conscience que le MPS, enfin ce qu'on appelait autrefois l'UMPS, sont des escrocs, sont des voyous, et donc on veut s'affranchir de ça. Et on se dit peut-être que le vote peut aider, donc je vais voter FN, même s'ils ne me font pas rêver. Et surtout qu'en plus, dans cette nouvelle opinion publique, ça aussi c'est vraiment fait nouveau pour le Front National, mais moi je rencontre plein de rebeux de Renois qui disent qu'ils préféreront voter Marine Le Pen.
C'est possible. C'est tout à fait nouveau. Non, mais je peux t'assurer que c'était impossible en 86, hein, je te le dis. C'est pas possible. Même en 90, c'est pas possible. Je veux bien le croire. Impossible. Mais moi, je le souhaite. Je vais te dire très franchement. Je m'intéresse à l'élection présidentielle parce que c'est un événement historique. Bon. Mais au fond, je n'ai rien à cirer de l'élection présidentielle. Sincèrement, moi, comme je te le dis, ce que j'attends, c'est que la société française se ressaisisse et qu'elle revienne vers l'héritage spirituel de la France. Je pense que c'est là la clé de beaucoup de choses. Ceci étant, je suis tout à fait prêt à reconnaître que l'élection de Marine Le Pen serait sans doute un moindre mal comparée à celle d'un Juppé ou une réélection de Hollande. Ne serait-ce qu'en politique extérieure, je pense qu'elle serait moins catastrophique. Après, je ne pense pas qu'elle s'occuperait de leur immigration, de leur réévangélisation de la France. Ils sont très républicains, le fait, finalement, quand même. C'est sa grosse casserole. Hein. Pour moi, c'est vraiment sa grosse casserole. Mais tu vois, pour moi, qu'est-ce que c'est le bon programme politique? Tu vois, c'est réévangélisation, remigration et réenracinement. Ces trois mots-là n'ont pas leur place au FN aujourd'hui, je pense. Hein, a priori. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais a priori, je ne pense pas que Marine Le Pen soit sur cette ligne. Pas trop. Néanmoins, je reconnais que quand tu as un débat, quand tu as un journaliste qui interviewe Marine Le Pen, tu as une empathie pour Marine Le Pen, généralement. Parce que le mec en face est de mauvaise foi, tu vois que le mec en face essaie de faire passer son idéologie mondialiste. Marine Le Pen, qui n'est pas, à proprement parler, vraiment anti-mondialiste, malgré tout, pour défendre ses billes, elle est contrainte de lui rentrer dans le lard. Très objectivement, je trouve que les médias, d'une façon générale, lorsqu'ils traitent Marine Le Pen ou un membre du Front National, ils sont toujours plus méchants qu'avec un autre. Ils sont hargneux. Ils se permettent, ils sont hargneux, ils sont méchants, quoi. Voilà, mais ils se permettent en plus... Et condescendants. Condescendants, tout à fait, et il y a des limites, en tout cas, qu'ils ont posées avec les autres hommes politiques, qui se permettront pas de faire. Et alors, avec le Front National, tout est permis. En tout cas, j'ai vu plein de fois l'assister à des émissions, puis on lui balance un reportage à charge avec toujours les mêmes histoires. Et puis le détail. Toujours les mêmes histoires. Et puis, pour lui dire, eh ben alors, et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors que ça, on ne le fait jamais aux autres, alors qu'on pourrait le faire. Si on voulait faire l'objectivité, je veux dire, moi, je sortirais les photos de Mitterrand, machin, truc, je mettrais les gens aussi mal à l'aise. Mais des bonnes photos de Mitterrand. Et voilà, et en disant, alors vous assumez tout ça? C'est la bonne... Non, mais t'as tout à fait raison. Il y a une rupture de ton, hein, si je puis dire. Et puis même, il y a tout, quoi. Il y a le mépris, et notamment sur Marion Maréchal Le Pen, qui exècre. Marion Maréchal Le Pen, c'est la seule personnalité politique qui ne mérite pas quand elle parle, en fait, quasiment. Tu vois. Bon, je peux me tromper, je la connais pas, hein, je l'ai jamais parlé, et je connais pas de proches, je connais pas de personnes qui sont proches d'elle, mais elle m'a l'air d'être attachée à l'héritage spirituel de la France. Bon, je sonde pas les reins et les cœurs, mais c'est quand même potentiellement une bonne chose. Voilà. Après, on verra. Alors, on me dit... ces princesses catholiques. Monsieur Abosi, avez-vous une idée pour donner envie aux non-croyants de s'intéresser au catholicisme? Très bonne question. Bon, déjà, il y a l'action de la grâce. Ouais. Tu sais quoi? Lisez l'histoire de France. Lisez l'histoire de France. Je pense que c'est... lisez aussi les évangiles, le Nouveau Testament, qui est très facile à lire. Histoire de France, Jacques Bainville, tu conseilles celui de... Par exemple. En fait, lisez toute l'histoire de France. Intéressez-vous à l'histoire de France, intéressez-vous à la monarchie. Lisez Baudelomény, lisez André Cher-Adam, lisez même du Coston, lisez du... comment ça s'appelle Franz Fink-Brentano, lisez du Marie-Madeleine Martin, lisez du Pierre Gaxotte. Intéressez-vous à l'histoire de France. Voilà, c'est vraiment ça. Intéressez-vous à l'histoire de France. Et de fil en aiguille, en remontant, tu vois, de fil en aiguille, on s'imbibe de tout ça. Je suis pas fan de Charles Péguy. Du Péguy écrivain, il est exceptionnel. Le Péguy écrivain, il est exceptionnel, mais le Péguy théoricien, c'est une catastrophe. Mais il avait compris que la civilisation française, qui que vous soyez, juif, protestant, athée, la société française est comme embaumée de catholicisme, si tu veux. Et c'est pour ça que quand Péguy te parle des cathédrales, ou quand il te parle de plein de sujets, il a compris cette âme de la France. Et parce que la question, en plus, religieuse en France, c'est presque une question taboue. Enfin, on a des rares pays où c'est aussi tabou. Parce que la propagande républicaine te dit que religion égale guerre civile. Tu vois? Donc... Parce que même en Europe, ils sont... plutôt ils sont plus détendus. Oui, détendus sur cette question. La France est la fille de l'Église, mais la République est la fille des Lumières. Et j'ai envie de te dire, c'est elle qui a généré, c'est la génitrice de la laïcité. Donc on nous impose notre religion aussi.
Mais parce que les autres, ils sont pas tous fait imposer leur laïcité. Par exemple, je regarde les Autrichiens, les Allemands, il n'y a pas de laïcité chez eux. Enfin, Sauf erreur de ma part, il n'y en a pas. il n'y en a pas, ouais, non. Moi, j'ai vu, en Autriche, moi, j'en parlais avec les Autrichiens, ils me disaient, non, il y a des crucifix dans les classes, et il n'y a pas de lobby, ni juif, ni musulman, qui est venu dire, enlevez le lobby, mon Dieu, que je ne saurais voir. C'est une... Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Mais je te dis, en France, on paye cet héritage paye ça, maçonnico, républicano, tordu, quoi. Mais c'est très ancré, quoi. C'est vraiment très ancré, en France. Hélas. Ouais. Mais je pense qu'on commence à... réaliser, C'est lent, hein. Ouais. C'est lent, mais si tu veux, la courbe qui, si tu veux, du laïcisme, de l'athéisme et du laïcisme, qui était en gros, si tu prends tout le XXe siècle comme ça, comme hein, ça, ouais. elle à partir des années 2010, elle s'est stabilisée, et très lentement, voilà. C'est mon ressenti. Hein. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les choses vont dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Alors, on me dit... avez-vous entendu parler du concept des 200 familles qui tenaient la Banque de France dans l'entre-deux-guerres mais c'est pas un concept. C'est pas un concept, c'est une réalité. Ah, que sont-elles devenues, justement? Ah bah, si vous voulez savoir ce qu'elles sont devenues, lisez les responsabilités bourgeoises de Baudelaire et lisez du Coston. Hein, Coston en parle beaucoup de tout ça. Parce que tu vois, on parle toujours des sionistes, Les 200 familles, c'est beaucoup plus carré. C'est-à-dire, qui sont les élites françaises? Qui pèsent? Alors, quelles sont ces 200 familles? C'était les 200 actionnaires principaux de la Banque de France. Parce que la Banque de France, qui a été créée par Napoléon, était une banque de France privée. Oui, tout à fait. Ouais. C'est nationalisé en 1945, il me semble, avec le CNR. Voilà. C'était privé. Voilà, tout à fait. Alors, bon, il y a des choses, je ne peux pas en parler là. Je t'en parlerai. D'accord. Mais ces 200 familles, il y en a qui ont perdu de l'influence alors qu'elles ont été très importantes. J'en prends une, par exemple, qui est celle des Perrier. La famille des Perrier est très très importante, au point que Casimir Perrier, le père de Casimir Perrier, a été, si je ne me trompe pas, président de la Banque de France, et que Casimir Perrier a fini président, c'est pas président du Conseil le titre exact, enfin si c'était peut-être président du Conseil sous Louis-Philippe, sous la monarchie de Juillet. Mais la famille Perrier, donc pendant tout le XIXe siècle, elle a prospéré dans l'industrie française. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand tu obtenais du pouvoir politique, tu le traduisais en pouvoir économique. Parce que tu obtenais des concessions par-ci, par-là, etc. Tu obtenais des postes dans les conseils d'administration. Et Jaurès, par exemple, a des discours très connus contre le descendant des Perrier qui a été élu président de la République. Tu vois. Donc ces 200 familles, t'avais qui d'autre à l'époque? On va prendre... Il y avait beaucoup de protestants à la base. Parce qu'il faut bien savoir que le coup d'État de Brumaire a été financé par des banquiers, on va dire, suisses d'origine française. C'est-à-dire des banquiers qui étaient plus ou moins partis en Suisse après l'édit de Nantes, mais qui revenaient très fréquemment en France. Enfin, tu vois, c'était... Et en fait, Napoléon a été financié donc, par des banquiers. Il y avait qui? Alors attends, laisse-moi faire marcher mémoire. Il y avait Mallet, peut-être. Il y avait le banquier Mallet. Il y avait les Perregaux, il y avait... est-ce qu'il y avait Oettinger? Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, lisez Baudelaire, il y a les noms. Hein. Il y a les noms dans le premier tome des responsabilités des dynasties bourgeoises. Et bizarrement, les gens qui ont financé le coup d'État de Brumaire, on les a retrouvés à la Banque de France. Il y avait Delessert aussi, mais Delessert était catholique pour le coup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, tu vois, il faut que je relise mes fiches là. Il faut que je relise mes petites archives. Mais la question des 200 familles est absolument passionnante. Parce que tu vois qui sont les élites françaises. Et petit à petit, donc il y a des dynasties bourgeoises qui se sont faites évincer. Et il y en a d'autres qui sont apparues. Par exemple, les Rothschild. Tu vois, les Rothschild commencent à émerger vraiment en France. En France, hein, je dis bien, parce qu'à l'étranger, c'est différent. Mais sous la monarchie de Juillet. Mais vraiment, la surpuissance des Rothschild en France, elle arrive vraiment avec la Troisième République. Hein. Ouais, ils ont tous les chemins de fer, c'est ça, hein, ils ont oui, en fait, ils ont fait beaucoup de pognon sur les chemins de fer d'une part, mais aussi sur la dette. Hein. Tu vois, par exemple, quand on a perdu la guerre, les Allemands nous ont imposé une dette de 5 milliards, et les Rothschild ont notamment participé tu sais, à cette opération financière. Mais vraiment, la question des dynasties bourgeoises est passionnante. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon prochain livre, parce que
On sort du délire sionisto-centré, hein, sur la toute-puissance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qui tient. C'est vraiment absolument passionnant. Donc, tu as des dynasties qui disparaissent, parce que les Paris, ils ont fini par disparaître. Tu en as aussi qui sont encore là. Les Malais, je te parlais des Malais. Ouais. Les Malais, donc, ils ont fondé une banque au début du 19e. C'était une dynastie bourgeoise. Ils étaient actionnaires de la Banque de France. Les Malais, ils sont toujours là. Et il y a une banque qui a été créée progressivement par la réunion des diverses banques, qui sont les Neuflize Schlumberger Malais, ou je ne sais plus si c'est dans cet ordre-là. Et eux, ils ont, tu vois, donc c'est 3 dynasties bourgeoises qui se sont réunies pour fonder une banque. Et ils sont fait racheter par un groupe hollandais dont j'ai oublié le nom. C'est pareil, tu as les Worms, tu vois, la banque Worms. Mais c'est absolument passionnant. Et tu vois, on ne connaît pas ces mecs-là. Bon, les Rothschild sont connus, mais toute cette bourgeoisie française, on ne la connaît pas. Qui connaît, comment s'appelle-t-il, Henri Germain, fondateur du Crédit Lyonnais. C'était pas sioniste, Henri Germain, désolé. Hein. Qui connaît Arlès Dufour, cofondateur du Crédit Lyonnais? Personne. Et tu t'imagines le pognon que doivent avoir ces gens-là? Perregaux. Je t'ai parlé de Perregaux qui a financé le coup d'État de Brumaire. Perregaux, il a créé la Caisse d'épargne. À mon avis, il a gardé des petites actions. Tu imagines si je les connais pas, mais si cette dynastie-là a gardé des actions de la Caisse d'épargne, mais ces mecs-là sont multimilliardaires. Tu vois? Et tu connais le classement Forbes. Oui, classement Forbes des plus grandes fortunes. T'as remarqué qu'il n'y a jamais Rockefeller et Rothschild, hein? Non. Bizarre. Bizarre, oui. Tu vois? Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, je pense que c'est pareil sur les fortunes françaises. C'est-à-dire qu'à mon avis, bon, évidemment, les Bernard Arnault, les Bettencourt, les Pinault, il y a aussi, tu vois, la famille Ricard, la famille Peugeot, les gens qui tiennent Hermès, etc. Oui, bien sûr. Mais moi, je serais curieux de savoir ce qu'est devenu la famille de Germain. Tu vois, le fondateur du Crédit Lyonnais. S'il a gardé des parts, à mon avis, ils sont pas sous les ponts, hein, ces gens-là. Hein. Je pense pas tu vois plus, ouais. Comment s'appelle-t-il, je crois? Talabo. La Société Générale a été co-créée par Rothschild et je sais plus son nom exact. Je crois que c'est Talabo, mais je suis pas sûr, ça a vérifié, c'est un truc comme ça. Tu sais, moi je me suis intéressé à l'origine des banques aussi. D'où elles viennent ces banques-là? Qui les tient? C'est pas inintéressant quand même comme sujet, c'est même passionnant. Non, pas du tout. Et voilà, donc je parle beaucoup de tout ça dans mon prochain livre d'ailleurs, parce que j'essaie de comprendre qui sont nos élites. Hein. Et donc lisez du Baudelomény. Baudelomény, c'est vraiment le mec qui a creusé à fond le truc, et Coston a comme pris le relais, hein, si tu veux. Mais c'est toujours actuel, ces 200 familles, c'est-à-dire il y a toujours dans les 200 familles, certaines. Tous, il y en a beaucoup qui ont disparu. Ou, c'est pas qu'elles ont disparu, si tu veux, c'est qu'elles ont été reléguées dans l'influence, je dirais, politique et sociale. Par contre, ils ont toujours le blé, hein. Si ça n'a pas été trop mal géré, t'inquiète pas pour eux. Tu vois, tu prends une autre dynastie juive qui est celle des Fould. Les Fould ont été très influents sous l'Ancien Régime. Mais sous la Troisième République, ils ont totalement disparu. Autre dynastie bourgeoise, les Laffitte. Les Laffitte ont été très importants jusqu'à la monarchie de Juillet, mais à la fin de la monarchie de Juillet, ils se sont effondrés. Parce que tu sais, tu fais vite un mauvais placement et ta fortune, elle peut partir en vrille. Hein. Donc voilà, tu vois, c'est... Mais j'ai pas révisé mes classiques avant de venir, j'ai eu tort. Mais c'est absolument passionnant. Mais tu vois, pour en revenir à Drummond, Drummond te dit que la Révolution française n'a bénéficié qu'aux Juifs, d'un point de vue social, alors que quand tu regardes les vrais premiers bénéficiaires, c'est qui? C'est les Oettinger, c'est les Malais, c'est les Perregaux. En fait, c'était des banquiers protestants. Les mecs ont vraiment acquis une grande influence sociale qu'ils n'avaient pas sous l'Ancien Régime. C'est les Delessert, c'est le Couteux. Voilà, le Couteux. Mais le Couteux, il était catholique aussi, je crois. En fait, Delessert était protestant, et je crois que c'est le Couteux qui était catho. Et d'ailleurs, dans les rues de Paris, tu as des rues de Delessert. Oui, il y a des rues de Delessert, oui. Et d'ailleurs, je crois que c'est à côté de la Tour Eiffel, de mémoire. Ouais. Les gens se disent pas, mais qui c'est ce mec-là? Et j'étais passé à côté il y a pas longtemps, et je me dis, tiens, c'est marrant, ils ont oublié de dire que le mec a financé le coup d'État de Brumaire et que c'est dans la Banque de France. Je crois que Delessert, c'est même lui qui a rédigé les statuts de la Banque de France, si je m'abuse. Enfin, il faut que je révise mes classiques, là. Là, je suis un peu embrouillé, mais en tout cas, j'ai balancé quelques noms, et j'invite les gens à aller creuser tout ça. Alors, on me dit, vous avez parlé du grand remplacement par des populations essentiellement musulmanes. Non, tu n'as même pas dit ça, tout à fait. Pensez-vous que la France pourrait devenir une république islamique, voire un califat dans un avenir proche ou plus ou moins lointain? Bon, disons qu'il y a des zones qui peuvent devenir des califats, tu vois, le califat de Marseille, le califat de Seine-Saint-Denis, c'est crédible, hein, faut pas se mentir. Hein. Après la France, non. De toute façon, moi je pense qu'à la fin, c'est mon camp qui gagnera. Donc je pense pas que ça n'arrivera. Mais disons que à moyen terme, il y a déjà des poches, quoi, c'est ça. À moyen terme, le califat de Marseille,
Et de Seine-Saint-Denis, c'est très possible, hein, sincèrement. Pourquoi ça, je pose une question, pourquoi ça n'arriverait pas? Question simple, pourquoi ça n'arriverait pas? Les choses vont dans ce sens-là. Hein. Elles vont pas vers une francisation, une catholicisation. Hein. Donc, voilà. Mais à terme, c'est la France catholique qui gagnera. Ça va faire un clash, tu penses, quand même, à terme, c'est ça? Je sais même pas. Moi, je pense qu'on va vers une apartheidisation de la société consentie, si je puis dire, et voulue par tout le monde, en fait. D'ailleurs, on va vers ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident. Il suffit de... Je te dis, hein, il faut prendre des transports en commun. Et tu vois, quand je vois à la télé quelqu'un qui nie le grand remplacement, je me dis, bah toi, tu prends Uber et le taxi. Mais tu prends pas le métro, tu prends pas le RER. Parce que si tu prends le métro et le RER, tu peux plus faire semblant, quoi. C'est pas possible. Alors, tu restes dans certaines banlieues. Alors, on me dit aussi, pensez-vous que les discours dissidents ont vraiment du succès de plus en plus par rapport aux médias? Les gens ne sont-ils pas plutôt idolâtres en suivant des Tepas, Soral, Hilar, l'un n'empêche pas l'autre, que d'écouter réellement leur discours, un peu comme supporter une équipe sans comprendre. J'ai envie de te dire qu'il y a tous les cas de figure. Il y a des gens qui nous écoutent rationnellement et qui, je dirais, si tu veux, prennent de la graine, comme on dit, quoi, hein, tu vois. Et il y en a qui sont dans une logique beaucoup plus idolâtre. Moi, je le vois avec Asselineau et Soral, si tu veux. Tu vois, quand je critique la réconciliation, j'ai des Soralo-Maghrébins qui me surtrollent. Asselineau, c'est pareil. Il y a ce côté idolâtre, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des gens qui, calmement, rationnellement, disent « Ah bah oui, ces gens-là, ils disent pas des conneries, effectivement, ils nous nourrissent. » Tu permets que je relève une question? Ouais, vas-y, c'est... Est-ce que tu la vois? Celle de Serge? Celle de Serge Goldstein. Un roman à conseiller. J'ai 100 romans à conseiller, ouais. J'ai des milliards de romans à conseiller. Le problème, c'est que... j'en ai tellement, tu vois. Bah déjà, les romans de Bernanos, hein, Sous le soleil de Satan, La joie, Monsieur Wynne, Journal d'un curé de campagne, La conquérante de Brasillac, Les deux standards de Rebattet, un petit peu de Balzac, hein, Illusion perdue, Le Père Goriot, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Julien Green, allez, pourquoi pas du Julien Green? Je conseille, je crois qu'on prononce Moira de Julien Green, Monsiner aussi, littérature populaire policière française, Le mystère de la chambre jaune, tout Gaston Leroux, parce que Gaston Leroux en plus il y a de la malice, c'est drôle, c'est Le fauteuil hanté, La machine assassinée, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu de Zola, La fortune des Rougons, très malin Zola, très intéressant, hein. Un peu de Giorgiono, qui lui a fait 4 ans de guerre, 4 ans de front, du Stendhal, la pureté du style de Stendhal est tellement sublime, Lucien Lewen, Le rouge et le noir, la Chartreuse de Parme, bien entendu. Je te fais pas ça 150 ans. Hein. J'ai pas souvent l'occasion de parler de littérature, donc là je profite pour en balancer un max. Sinon, ouais, donc tout le Rouletabille, tout Arsène Lupin, Maurice Sachs, un de mes écrivains préférés, Maurice Sachs, alors juif, homosexuel et collabo. Destin particulier. Mais la beauté du style de Maurice Sachs est fantastique. Donc lisez ses mémoires, Le Sabbat, magnifique. La chasse à courre, Alias, Histoire de John Cooper d'Albany, merveilleux style, d'une finesse incroyable, enfin vraiment très très belle littérature. Bien entendu du Léon Bloy, La femme pauvre, Le désespéré, un style rugissant, absolument fabuleux. Lisez le journal de Jules Renard aussi, qui est absolument fabuleux. Lisez du Barbet d'Orvilly, lisez du Huysmans, là-bas par exemple, ou les cathédrales. J'en ai tellement. Bon allez, je m'arrête là. Là, tu leur as donné une bonne panoplie, là, déjà, pour ceux qui vont noter, sinon vous le reverrez dans le replay. Alors, on me dit, que pense Adrien Abosi de la défaite de la Roumanie catholique face à la France multiethnique? Ah, mais moi, je pense que la Roumanie... C'est la question qui a le plus de... La Roumanie met la France à l'amende dans beaucoup d'endroits, notamment dans le métro. Je constate que la ligne 5 a été privatisée par les Roms, totalement privatisée par les Roms. C'est scandaleux, quoi. Enfin, c'est vraiment, mais c'est la Roumanie. Ils sont très présents, la Roumanie. Ah oui, ils sont présents. Hein. Alors, on me dit, Maître Abosi, est-ce que ces dynasties bourgeoises dont vous parlez tiennent les médias? Pas à ma connaissance, puisque tu vois, les médias sont venus par qui en France? Patrick Drahi. Il y a, je sais, Lagardère, je crois qu'il y a encore un truc, mais je crois qu'il désinvestit, je crois qu'il essaie de larguer ses trucs. Dassault n'est pas vraiment une dynastie bourgeoise. D'ailleurs, Dassault a fait fortune grâce au Front Populaire, hein, soit dit en passant. Hein. D'accord. Ah bon, Dassault n'est pas dans les fameuses familles. Ouais. Non, parce que Dassault, c'est un ingénieur à la base, si tu veux. Ouais. Et en fait, comment Dassault a fait fortune, c'est que sa boîte
a été nationalisé, mais il est resté gérant de la... Donc en fait, il s'est fait plein de pognon comme ça, mais il est resté gérant de la boîte nationalisée, et en plus, il a créé sa boîte à lui à côté, si tu veux. Voilà, donc c'est un truc totalement tordu, et vive la République, hein. De ce point de vue-là, la vie est belle. Sinon, mais t'as qui d'autre qui tient les médias en France? T'as Pierre Berger, donc c'est pas une dynastie bourgeoise, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles fortunes qui ont été faites au XXe siècle dans le luxe et dans la mode et tout ça. Tu vois, donc tu vois les Arnaud, les Pinault, Bernard Arnault, Pinault, tout ça. même les Bettencourt, c'est du cosmétique, ça rejoint un peu tout ça. Donc t'as qui? T'as du BHL aussi, t'as du Bolloré, c'est pas non plus. Il ne vient pas, si tu veux, de ces dynasties bourgeoises dont parle Baudelaire. C'est comme Xavier Niel, par exemple. Hein. Ouais, Xavier Niel, tu vois, c'est Free. Voilà, c'est sur Internet qu'il a fait fortune, c'est différent. Donc non, les médias sont pas tenus. Ils sont pas tous tenus par ces deux familles, en tout cas. Les dynasties bourgeoises, à ma connaissance, ne tiennent pas les médias. Alors on me dit, est-ce que M. Abozi peut-il nous donner des informations sur l'oligarchie qui entoure Poutine, notamment la puissante famille Astor? Je la connais pas du tout. Voilà, ça fait plusieurs fois on me pose cette question, moi non plus je ne connais pas cette famille. Je ne la connais pas. Visiblement... Il y a des oligarques, alors il y a une question que je me pose, j'ai pas la réponse et j'ai pas le temps de m'y atteler pour l'instant, c'est que sous quels critères on a désigné les oligarques russes? C'est Eltsine qui l'a fait. J'ai un de mes amis qui connaît même la date et le lieu où ça s'est fait. Sous quels critères il s'est dit, toi t'as ça, toi t'as ça, toi t'as ci, toi t'as ça. D'accord. Parce que de toute façon, on sait que c'est au moment du basculement de l'URSS, voilà, on a quand même livré en pâture, on va dire, du privé, tout le patrimoine public de l'URSS. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était quand même assez considérable sur ça. Qui est considérable, parce que la Russie est richissime. La Russie est richissime. Voilà, il y avait Rosneft, on sait la compagnie de pétrole, Gazprom, la fameuse compagnie du gaz. Il y a tout en Russie, il y a le gaz, il y a le pétrole. C'est un État rentier, la Russie. C'est un État rentier. C'est pour ça que le système, d'ailleurs, veut mettre la main dessus. Ouais. Donc voilà. Et après, je ne suis pas spécialiste de ça. Faudrait demander à un spécialiste de la Russie. Mais Astor, j'ai jamais entendu parler de lui. Alors, on me dit quoi? Si vous deviez décrire la France en un mot, quel serait-il? Alors, très intéressant. Tiens, je vais citer en avant-première une note en bas de page de mon bouquin. Maurras, dans le livre Devant l'Allemagne éternelle, dit que Vercingétorix et Jules César sont les fondements de notre nationalité. Et moi, je rajoute, il aurait été plus complet s'il avait ajouté Saint-Rémy. Voilà. Tu vois, donc c'est Vercingétorix, Jules César, Saint-Rémy. Définition rapide, schématique. Saint-Rémy, en fait, c'est lui qui a préparé le baptême de Clovis. D'accord, c'est lui qui prépare le baptême. Saint-Rémy, c'est le parrain de la France, en quelque sorte. Parce que la France est née de la fusion entre les Francs et les Gallo-Romains, et c'est le baptême de Clovis qui a fait cette fusion-là. Tu vois. Et Saint-Rémy, donc, a préparé... c'est lui qui a baptisé, d'ailleurs, je te dis une bêtise, mais c'est lui qui a baptisé Clovis. Clovis. Voilà. Donc Saint-Rémy, c'est un peu notre parrain, voilà, tout simplement. Alors, en parlant de baptême, alors là, une grande question, mais sur les évangiles, on me dit, que pensez-vous de ce passage de l'évangile? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là, il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui, ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Voilà. Et puis, alors qu'est-ce que tu connais ce passage de la Bible? C'est le bon samaritain. Alors, je vais te dire, je lisais énormément la Bible. Pendant plusieurs années, je lisais 2 fois la Bible, en fait. Ouais. Et quand je dis la Bible, c'est Ancien et Nouveau. Je le fais moins depuis à peu près 2 ans. Je sais pas ce qu'on doit comprendre. En fait, ça, c'est le bon samaritain. En fait, si je me trompe pas, c'est que... Attends 2 secondes. Je reprends, prends soin de lui, je te le rembourserai à mon retour. Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Je comprends pas trop en fait la question. Ah oui, c'est parce que je pense que c'est un clin d'œil tout à l'heure, tu sais, quand j'évoquais le désordre dans la charité. Ouais. Tu vois
Mais, Tout à fait, je pense. cher ami, c'est pas avec l'évangile, une interprétation toute personnelle, je pense d'ailleurs, de l'évangile, qu'il me fera changer d'avis là-dessus. Hein. Sincèrement, hein. Désolé. Ouais, c'est certainement la question, effectivement, pour l'ordre de la charité. Alors, on me dit, au-delà du simple intérêt de la France, ne pensez-vous pas que les problèmes sont fondamentalement les mêmes dans l'Europe et plus largement dans tout le monde occidental? Bah, le problème, c'est le salut de l'âme. Donc effectivement, il est pareil pour tout le monde. Mais après, les modalités pour le salut de l'âme sont différentes parce que bon, les situations sont différentes. Après, il y a des problématiques identiques, puisqu'effectivement, il y a cette lutte contre cette oligarchie anglo-américaine qui rapace et qui veut tout s'approprier. Chaque pays a ses spécificités, hein, ceci étant, puisque tu vois, le rapport, par exemple, qu'a la France avec les États-Unis n'est pas le même que l'Allemagne avec les États-Unis. Tout à fait, bien sûr. C'est pareil avec le cas russe, enfin, c'est... Oui, il y a des spécificités. Il y a des éléments mais... En fait, si tu veux, l'élément commun, c'est la tutelle anglo-américaine. Tu vois. C'est ça. Après, la laisse, je reprends une expression de Pierre Hillard, elle est plus ou moins grande en fonction des États. Et nous, en France, la laisse, elle est assez petite. Hein. Elle est assez petite en France. Ah, oui, la marge de manœuvre est très... Et elle est de plus en plus petite. Hein. On est devenu l'État le plus soumis aux États-Unis. Tout à fait. On a dépassé l'Angleterre. L'image de la France à travers le monde, il faut bien se dire que maintenant, on passe pour une espèce de caniche des États-Unis, ce qui est quand même... Ce qui est le cas. Hein. Ouais. On passe pour une espèce de... C'était en Libye, c'était en Syrie. Voilà, D'ailleurs, les présidents français, mais c'est une réalité, depuis, enfin surtout sous Hollande, encore pire, c'est le désintérêt le plus total. C'est-à-dire quand ils font une visite à l'étranger... Même Sarkozy, tu vois, avait quand même des petits côtés pro-russes. Oui. Que Hollande n'a plus du tout. Plus du tout, oui, tout à fait. Oui, plus du tout. Sarkozy, d'ailleurs, même aujourd'hui encore, sur la Crimée. Bah, il était parti voir, d'ailleurs, il a mis une épine dans le pied du gouvernement, puisqu'en plein embargo, il était parti voir. Et puis même un Fillon, tu vois, Fillon, il est assez proche des Russes. Oui, tout à fait. Oui. Donc, tu vois, Fillon qui je sais plus en quelles circonstances, avait dit qu'il fallait suspendre les négociations pour le TAFTA, mine de rien. Bon, s'il était président, est-ce qu'il aurait courage de le faire? Je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, il prend cette position-là, tu vois. Donc voilà. Petites évolutions. Alors, on me dit, quelle est quelle est la position d'Adrien Abosi par rapport au nouveau débat qui vient entre transhumanistes et bioconservateurs? Alors, sincèrement, je suis pas spécialiste du sujet. Ouais, parce que je me positionne pas là-dessus. Complètement. A priori, le transhumanisme est quelque chose à fuir, mais c'est des notions que je ne maîtrise pas, donc je ne veux pas dire de bêtises. Alors, on me dit, que pense Adrien de la caution de 500 000 € en cash pour libérer un trafiquant de drogue à Grenoble? Je connais pas cette histoire. Oui, ça fait beaucoup d'effrayer la chronique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une caution qui a été payée par 500 000 € en cash? Voilà, en cash, pour libérer un trafiquant de drogue. Bizarre. Bizarre, et puis faut faire attention à l'argent en cash, parce que des fois ça disparaît. Hein. Parce que le virement, Tracfin, fait que ça disparaît pas. Ça disparaît pas. Le cash, ça disparaît. Donc, il y a peut-être des mains baladeuses qui pourraient... bon, là, je dis ça, je vise personne. Alors on me dit, oui, on avait posé la question tout à l'heure, est-ce que tu connais le sujet des cagots, aussi appelés chrétiens? Est-ce que tu connais C'est quoi ça? Les cagots. Comment tu écris ça? Alors C-A-G-O-T-S. Ouais, c'est une question là. C-A-G-O-T-S, les cagots qu'on appelait chrétiens. Est-ce que tu connais? Pas du tout. Bon bah voilà, comme ça désolé, la question, hein. Désolé. Non, parce qu'il dit, j'ai posé plusieurs fois la question, on n'a pas répondu, oui, mais chaque fois personne ne connaît. Il faudra inviter un jour à ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus. C'est comme les Astor, hein, désolé. Hein. Ça arrive, on apprend toujours plein de choses. Alors, on me dit, avant la fin de l'émission, pourrez-vous nous dire où peut-on vous suivre sur Internet et se tenir au courant de votre actu? Ça, c'est vrai. C'est pas compliqué, hein. Tu tapes mon nom sur YouTube de temps en temps. Voilà. Sincèrement. Mais t'as pas un site, toi, non? Non, j'ai pas de site. Si, moi, j'ai une ligne qui est assez particulière. Donc, si tu veux, je suis pas relayé globalement. Donc, mais sincèrement, je vais te dire, tu vas sur YouTube, tu tapes mon nom. Oui, il y a pas mal de choses, c'est vrai. Mais les gens, ils attendent un site, Adrien Abosi. Ouais, non, mais j'ai pas le temps. Ouais. Mon métier me prend beaucoup de temps et me fatigue beaucoup. Donc, je fais pas ce que je veux. On me dit, est-ce que tu as signé la pétition pour le transfert des cendres du maréchal? Je crois pas que je l'ai signé, mais j'ai pris parti publiquement pour ça. C'est évident qu'il faut ramener les cendres de Pétain au Douaumont. Il n'y a même pas de débat, quoi. Et si demain je suis au pouvoir, je le fais tout de suite. Hein. Avec le petit discours qui va avec, t'inquiète pas qu'on va bien rigoler. On me dit, dans un futur proche, pourquoi ne pas penser un jour à s'investir politiquement dans un parti ou carrément en créer un en vous, où vous présentez personnellement à certaines élections? Je te pose la question, pourquoi faire? Pourquoi faire? Oui, c'est ça, pourquoi faire, ouais. C'est consumer mon temps, mon énergie, et donc c'est du temps que je n'utilise plus à lire, à écrire, entre guillemets, à diffuser la bonne parole. Je dis pas que
Si demain, il est vraiment utile pour la France que je fasse ça, je le fais. Aujourd'hui, aucun intérêt. Hein. Aucun... Et de toute façon, j'ai pas le temps. Donc, le problème, il est réglé. C'est que, je te le dis, mon métier me prend beaucoup de temps, me fatigue beaucoup. Donc voilà. Mais moi, si tu veux, mon rôle aujourd'hui, c'est pas ça. Moi, mon rôle, c'est de diffuser la bonne parole. Et de refranciser les gens. Voilà, je suis un refrancisateur. Refrancisateur, c'est pas mal. Après, j'aurais aimé que cette mission n'ait pas existé. Bon. Les Terminators, quand on dit les bourgeois blancs sont-ils l'avant-garde de la République? Pas que. Pas que. Croire que seuls les juifs, que la bourgeoisie est uniquement juive, je te le dis, ça relève de la folie. Il y a des éléments juifs dans la bourgeoisie, tu vois, bien entendu. Et puis on connaît les grands noms, les Rothschild, les Drahi, les machins, les BHL, voilà. Mais si vous croyez que c'est que ça, les élites françaises, c'est juste du délire, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... En fait, si tu veux, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. C'est comme si je te dis, dans l'équipe de France, il n'y a que des Chinois, tu vois. Dans l'équipe de France de foot, il n'y a que des Chinois. Bah, tu regardes, tu vois que des Noirs, un Maghrébin et quelques Blancs. Bah, non, il n'y a pas de Chinois. Bon, donc, dans la bourgeoisie française, il y a des élites juives. Oui, c'est vrai. Croire qu'il n'y a que ça, c'est faux. C'est objectivement faux. Après, s'il y a des gens que ça rassure de croire que, faites votre vie comme ça. Mais vous ne m'intéressez pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. On me dit, pour revenir sur la Seconde Guerre mondiale, Brasillac et Rebatté étaient-ils de grands Français malgré tout? C'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, c'était des grands écrivains, tu vois. Tu sais, on peut être un grand Français et se tromper. Hein. Parce que Brasillac, lui, en plus... il est systématiquement brocardé. C'est vrai que... Il voulait le mettre dans le fameux salon du livre, ouais, et puis ça avait fait un scandale, parce qu'il y avait Céline, Brasillac, machin, on a dit « Ah non, on veut pas de lui » et tout. Je vais te dire, au regard des critères de l'époque, on peut considérer qu'il n'était pas de grand français. Mais quand je vois les collabos d'aujourd'hui, Rebatté et Brasillac, ils passent presque pour des résistants. Hein. Parce que, je vais te dire, quand tu vois l'effondrement de la France, quand tu vois que notre gouvernement, de façon consciente, fait passer depuis plusieurs décennies au bas mot des mesures dont on sait qu'elles frapperont la France et qu'elles dégraderont les conditions de vie des Français, qu'elles porteront atteinte, je dirais, à l'identité de la France, à côté, Brasillac et Rebatté, c'est des rigolos. Hein. Je cite pas de nom pour éviter les procès, mais voilà. Hein. Ouais, donc, mais en tout cas, ils sont pas aussi méchants que ça. Quoi. Les deux étendards de Rebatté, c'est l'un des plus beaux styles que j'ai jamais lu. Et Brasillac, c'est pareil. Hein. C'est un très très beau style. Alors tout ce qu'il écrit n'est pas forcément surexcitant, Brasillac. Je crois qu'il a un bouquin Les Marchands d'Oiseaux qui m'a un peu rasé, même s'il se passe à côté de là d'où je viens. Mais son bouquin La Conquérante à Brasillac, par exemple, qui se passe au Maroc, est vraiment génial. Quoi. Vraiment génial. Super bien écrit, super style, plein de finesse. Vraiment, je le recommande. D'accord. On me dit en plus, tiens, le fondateur de L'Oréal était aussi un cagoulard. Tiens, le fondateur de L'Oréal. Oui, c'est Schuller. Mais il a mal tourné puisqu'il a fini par financer Mitterrand, tu vois. Donc, il y avait des choses à se faire pardonner. Ah, d'accord. C'est lui qui a lancé Mitterrand, en fait. C'est lui qui a lancé Mitterrand. Oui, d'accord, c'est très intéressant. Voilà. On me dit, en quoi Adrien ne peut-il pas diffuser la bonne parole à travers un parti politique? Parce que si je crée un parti politique... Enfin, non, déjà, je n'aurai jamais les moyens de créer un parti politique, déjà, premièrement. Mais si je vais à un parti politique, on me dit, bah Adrien, t'es bien le venu, hein. Par contre, Pétain, t'en parles plus. La remigration, t'en parles plus. La réévangélisation, t'en parles plus, etc., etc., etc. Voilà. Franchement, ça m'intéresse pas. Ouais, ça fait beaucoup. Rentrer dans le moule du système, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ça. Je préfère avoir ma liberté. Une fois que si tu rentres dans n'importe quel parti politique, on sera obligé de brider ta parole. Ma ligne de francisation disparaîtra aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être en communion avec l'âme de la France. Tu vois. Et donc, je suis en communion avec de l'âme de la France quand je te lis du Baudelaire, quand je te lis du Arsène Lupin, quand je te lis du Stendhal, quand j'écris mes bouquins, quand je fais une conférence, j'ai l'impression d'être en communion avec l'âme de la France. Si demain, je dois aller faire campagne pour un parti X ou Y, pour dire voter Adrien Bauzy avec un slogan bidon et pour proposer des réformes bidons, sincèrement, ça m'intéresse pas. Ouais, ça m'intéresse pas. Ça n'aura pas d'intérêt vraiment. Tu vois. Donc j'ai de la chance d'avoir un métier qui me permet de vivre correctement, qui me permet une certaine liberté. Hein, parce qu'on me dit, Monsieur Bauzy, vous parlez pas assez des Juifs, parce que vous avez peur de perdre votre emploi. Je dis, mais cher ami, je peux pas perdre mon emploi. Je ne peux pas perdre mon emploi. Bref. Ouais.
Ah bah là, justement, je suis allé faire un tour sur le chat pour voir. Après, on me dit, mais oui, j'ai pas dit qu'ils étaient tous sionistes. Mais excusez le pouvoir, les médias, le fric, ce sont eux. Mais non. La finance juive, ça existe. Mais si tu prends par exemple ce dont je te parlais tout à l'heure sur les dynasties bourgeoises, en France, pendant très longtemps, il n'y a quasiment pas eu de finance juive au XIXe siècle. Il y a eu la montée en puissance des Fould, des Perrer, des Rothschild, mais ça a pris du temps. Le Crédit Lyonnais a été fondé par des catholiques, par exemple. Tu vois, je connais pas toutes les banques, mais le Crédit Lyonnais, par exemple, il a été fondé par des catholiques. Prends les noms. Tu prends toutes les grandes banques. Est-ce que toutes les grandes banques françaises sont détenues par des juifs aujourd'hui ? Bah, qu'on me le prouve. À ma connaissance, c'est pas le cas. Tu vois ? Je peux me tromper. À ma connaissance, ce n'est pas le cas. Donc moi, si on ne me prouve pas quelque chose, c'est mon côté avocat. Moi, je regarde ce qu'il y a dans mon dossier. Tu vois ? C'est pareil, je vois pas de Chinois dans l'équipe de France. Tu vois ? Donc, ou alors, je vois un Maghrébin dans l'équipe de France. Bah, je dis, il y a un Maghrébin. Je dis pas qu'il y a 11 Maghrébins sur le terrain, il n'y en a qu'un. Donc voilà, qu'est-ce que je dis d'autre ? Maintenant, on va être très clair sur la question juive. Il y a beaucoup de gens qui, je dirais, s'exonèrent de leur responsabilité ou la responsabilité de leur communauté, ou plutôt disculpent la nuisance produite par leur communauté en surjouant la question juive et en rendant les juifs responsables de tout et n'importe quoi. Voilà. Bon. Alors, la question juive, ça existe, mais, excusez-moi, la persécution des femmes blanches dans les transports en commun, c'est pas la LDJ. Hein. Excusez-moi, messieurs. Hein. Donc, c'est pour ça que ça me fatigue un peu. Je fais une mise au point sur le judéocentrisme dans mon prochain livre. Donc, la question juive existe. Il y a des réseaux juifs qui sont influents et qui sont puissants et qui permettent la mise en œuvre du mondialisme et de la spiritualité globale. Mais le monde ne repose pas que sur ça. Et s'il n'y avait pas dans la société une masse critique qui allait dans leur sens ou qui était prête à aller dans ce sens-là, il n'aurait pas d'influence. Donc on ne peut pas tout résumer à cela. Hein, ouais, ça peut pas être l'alpha, l'oméga de tout. Évidemment. Et j'ai envie de vous dire. Et j'ai envie de dire. On me dit, il y a beaucoup trop de juifs à la téloche. Bon, mais je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Parce que moi, la télé, je la regarde pas. Et si vous êtes assez con pour regarder la télévision, c'est votre problème. Tu vois. Moi, je ne regarde pas Cyril Hanouna. Il y a des gens qui ont du temps à perdre à regarder Cyril Hanouna, et ben ils s'autopunissent, et c'est leur problème. Mais pour revenir à la question du un court instant, j'ai envie de dire aux gens, mais si les juifs sont ces êtres tout-puissants que vous me dites, comment se fait-il qu'il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'ils commencent à avoir de l'influence vraiment, en France par exemple ? Voilà. Ouais, une question intéressante. Ouais. C'est parce que il n'y avait pas la condition préalable pour ça. La condition préalable qui était que la France s'éloigne du baptême de Clovis. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et tant qu'on oublie cette condition préalable, on oublie l'essentiel. Allez, je prends les dernières questions. Allez, la dernière. Allez, pour Galax, on me dit, l'emploi d'Adrien ne le sécurise-t-il pas dans son apolitisme actuel ? Ah bah évidemment, mais que mon emploi me sécurise. Je suis libéral. Par définition. Donc, je ne peux pas me faire virer. Voilà. Je suis mon propre patron, maintenant j'ai mon câble. Je ne suis pas fonctionnaire. Non, sincèrement. Et même, je vais te dire, moi, mes opinions politiques m'apportent des sympathies et des clients. Et même des mecs sérieux, des fois, très sérieux. Donc, aussi, bah tiens, justement aussi, tiens, dernière question. Allez, c'est la mienne. J'ai une discussion avec Maître Viguier, je dois connaître. Oui, tu connais de nom, Viguier, qui est très très connu. Et justement, on parlait des figures en fait qui sont symboliques pour les peuples. Et il me disait, bah, regardez, pour un Allemand, la figure symbolique, c'est un militaire. C'est-à-dire, c'est le héros militaire, etc. La figure symbolique pour un Anglais, c'est plutôt un commerçant réussi, etc. Et il me disait, pour un Français, c'est un avocat. Peut-être. Parce qu'il me disait que le Français était attaché l'image du droit, de la justice, de celui qui s'engage. Je vais dire, en fait, là où les Français sont supérieurs, c'est vrai qu'on a un esprit de synthèse que n'ont pas les autres peuples. Si tu prends le livre que tu m'as évoqué de Carl Quickly, qui est très intéressant, mais il est très dur à lire, parce que c'est super mal synthétisé. En France, on a le génie de la synthèse. Donc on a des raisonnements, c'est pour ça qu'aussi on a un peuple de philosophes et de penseurs, parce qu'on a une puissance de synthèse que n'ont pas d'autres peuples. Tu vois. Après, est-ce que vraiment le français... La figure, en tout cas. Tu vois, je sais pas. Dit que la figure de l'avocat, du droit, c'est après, il faut voir comment on nous voit à l'étranger. Ouais, je sais pas comment les étrangers nous voient, tu vois. Mais je trouvais ça intéressant. Bah, voilà. Mais soyons clairs, hein, si j'étais salarié ou fonctionnaire, je pourrais pas faire ce que je fais. Je ne me le permettrais pas.
Alors, question subsidiaire, si on demande quelle est la personnalité médiatique franco-maghrébine que vous appréciez? Non, c'est un peu, il fait son 3 l'an dernier. Bonne question. Bonne question. Il y a qui comme personnalité? Bah, Anis El Faïda. Eh ben voilà. Anis El Faïda, qui est un bon camarade. Ouais. Après, dans le système, bon, bah, ce qui vient du système, en général, Ouais. ça a dégagé, hein, quelles que soient les origines d'ailleurs. Ouais. Mais sinon, dans le milieu, bah, il y a Anis El Faïda qui est très bon, il y a Mohamed de Independence Web TV qui fait un très bon travail Ben aussi, voilà. je trouve. Voilà. Voilà. Tu vois, je Eh pense ben, que c'est- bah voilà, vous avez votre réponse. Non mais il fait son troll, je connais. Non, mais il n'y a pas de Il fait souci. son troll à la fin. C'était le Et concept. c'est normal, c'était le concept. Là, il commence à se Il y a lâcher. quand même une très très bonne question de Victor qui me demande ce que je pense d'Olivier Giroud. Oui, qu'est-ce que tu penses d'Olivier Ah, Giroud? rien. Oui, parce qu'ils... Non mais là, ils sont en mode troll l'euro. Non, mais y a pas de Tes mal. pronostics pour l'euro et tout. Moi, je dis, bon là, ça commence. Moi, pour Ça y l'Euro, est, c'est la fin. je vais te dire, moi j'espère que la France va gagner. Pas par patriotisme, parce que j'en ai rien à cirer de l'Euro de football. Mais tu sais, moi je me rappelle ces petites images sympathiques de la victoire du PSG en 2013. Ah oui, Et je je m'en dis- souviens. Et, tu vois, et depuis, le système fait tout pour éviter que ça se reproduise. Donc ils évitent les rassemblements, ils évitent les grands mais là, ils n'ont pas le choix, tu vois. Et là, je pense qu'on peut potentiellement bien se marrer. D'accord, bon bah, on va voir qu'est-ce que ça va donner. 7 euros, en tout cas, Bah, merci du temps. Adrien. Mais d'être c'est moi qui te venu. remercie une nouvelle Et fois. puis, de toute façon, bah, on te reverra à la rentrée pour ton livre, j'imagine. Et Ouais, peut-être... Ça va d'ici- saigner. Et voilà, et puis d'ici là, on parlera projet d'émission en plus de Première Guerre mondiale, on en reparlera. Eh oui. Et puis, bah, de toute façon, voilà, quant à nous, eh ben, on se retrouve lundi normalement. On fait un grand au revoir à la régie, au revoir au modérateur, au revoir à tous les métanautes. Merci d'avoir posé vos questions. Voilà, ça finit en plus. Ils disent bonheur, l'Algérie, quel bonheur. Mon Dieu. Bon, il est en concours, c'est ça? Ah, mais je soutiens l'équipe d'Algérie, moi, en Coupe du Monde. Ah bon, bah Ah, voilà. ouais. Voilà, on me dit, pouvez faire une dédicace à l'Algérie avant de partir. Mais bien sûr, on dédicace à l'Algérie. Grosse dédicace au Fennec. Au Fennec d'Alger, Au voilà. Fennec. Et espérons que... Bah, ils sont pas à la Coupe du Monde cette année. Donc, bon, ils sont pas dans l'Euro. Ouais, non, mais en tout cas, Normal. je soutiens Mais- l'Algérie à la CAN. Oui. Je soutiens l'équipe de France à la CAN aussi, non, mauvaise blague. Et je Bientôt soutiens, l'équipe de France et à je la soutiens CAN. l'Algérie à la Coupe du Monde. D'accord. Et c'est du premier degré. Hein. Bon, bah écoutez, voilà. En tout cas, il y en a qui disent, bah voilà, soirée intéressante. Merci, bah merci aussi à vous. Et comme d'hab, vous savez très bien, forcément, c'est que si vous regardez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde.